Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a participé au 34e sommet de la Ligue des États arabes. Également dans l'actualité, Israël a tué 200 Palestiniens de plus et déplacé 300 000 autres en moins de 48 heures. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par ce sommet des États arabes des dirigeants qui a débuté hier 17 mai à Bagdad, réunissant les 22 États membres de la Ligue arabe ainsi qu'un certain nombre de régions et ce afin d'aborder les défis majeurs auxquels le monde arabe est confronté, en particulier en ce qui concerne la crise palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, représente le président de la République de Djibouti à ce 34e sommet ordinaire, représenté également par le ministre des Affaires étrangères. C'est la 4e fois depuis 1946 que l'Irak accueille un sommet arabe de haut niveau. Et cette réunion a également permis de voir la gravité inédite dominée par les tragédies palestiniennes, mais aussi la guerre sans relâche qu'Israël mène dans la bande de Gaza. Tout ceci a été abordé dans 5 dossiers majeurs qui ont été à l'ordre du jour de ce sommet arabe. Et à cet effet, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, représentant le chef de l'État, a rappelé que ce sommet ne se limite pas à dresser un constat, mais vise à tracer une carte d'espoir et à rediriger les efforts collectifs vers un développement global, équitable et durable. اسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم كلمة فخامة الرئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلي الذي كان حريصا على حضور القمة لولا وجود ظروف حالت دون مشاركة فخامته وهي كالتالي. Lors du sommet arabe sur le développement économique et social, la voix de Djibouti s'est élevée à travers l'intervention de son ministre des Affaires étrangères, qui a transmis un message solennel du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Ces derniers, empêchés de participer personnellement aux travaux, a salué chaleureusement l'accueil de la République d'Irak, louant les efforts déployés pour garantir la réussite de ce sommet. En prenant la parole au nom du chef de l'État, il a rappelé que Bagdad, cité historique des savoirs et des civilisations, avait une fois encore réuni le nations arabes autour du dialogue et de la solidarité à un moment critique. Il a affirmé que le monde arabe se trouvait à la croisée de schémas confronté à de crises multiformes et de tragédies palestiniennes aux souffrances du Yémen en passant par la Libye et le Soudan. Face à cette conjoncture, il a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité historique collective. Il a décrit la situation dramatique à Gaza, dénonçant une agression qui, selon lui, représentait une honte pour l'humanité et une preuve majeure pour le principe de justice. Il a évoqué les enfants tués dans leur sommeil, les hôpitaux bombardés et l'inaction internationale qu'il a qualifiée de silence suspect. Il a affirmé que Djibouti était resté fidèle aux causes justes, particulièrement celle de la Palestine, et qu'il s'était toujours rangé du côté du droit et des opprimés. Il a rappelé que son pays avait tendu l'oreille à ceux qui crient à l'aide en écoutant d'abord avec le cœur. Il a rejeté l'idée qu'un peuple désarmé puisse être massacré dans une indifférence généralisée et un abandon des valeurs universelles. Il a ensuite souligné que le sommet de Bagdad ne devrait pas être une simple rencontre protocolaire, mais un moment de basculer et de réengagement profond. Il a appelé à un nouveau départ dans l'action arabe commune à travers des décisions concrètes capables de traduire l'unité et la solidarité en actes. Il a estimé que l'heure était venue d'écrire une nouvelle page, de démontrer que le peuple arabe avait eu raison d'espérer un sursaut. Il a souhaité que ce sommet devienne une tribune de sincérité, un refuge pour la dignité et un tremplin vers un projet arabe global susceptible de redonner confiance aux citoyens et de faire renaître l'espoir. Et enfin, il a exhorté les participants à unir leur volonté sincère, affirmant que la nation arabe, malgré le blessure, pouvait encore se relever. Lors de ce 34e sommet arabe, le ministre a également appelé à un nouveau départ dans l'action arabe commune à travers des décisions concrètes, palpables de traduire l'unité et la solidarité en actes. لكم سيد الرئيس واسمحوا لي أن ألقى كلمة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي في هذه القمة التنموية. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lors de son intervention prononcée au nom du président de la République, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a rappelé ce samedi à Bagdad que la nation arabe traversait une conjoncture critique, marquée par des profondes mutations à l'échelle mondiale. Il a souligné que le sommet dédié au développement économique et social ne s'est pas limité à dresser un constat, mais vise à tracer une carte d'espoir et à rediriger les efforts collectifs vers un développement global, équitable, durable. Le ministre a dressé un tableau sans complaisance des défis auxquels font face le pays arabe, aggravation des crises, raréfaction de ressources, recul des indicateurs de développement humain, montée du chômage et dégradation des infrastructures. Selon lui, ces obstacles n'ont pu être surmontés que par une vision commune, une action concertée et une solidarité concrète dépassant le slogan. Il a estimé que le monde arabe ne vivait pas une simple crise passagère, mais bien un tournant décisif, nécessitant de placer l'intérêt national supérieur au-dessus des intérêts étroits. Il a appelé à activer une volonté politique sincère et à bâtir des partenariats économiques intégrés capables d'assurer la sécurité alimentaire, la stabilité sociale, les avancées technologiques et de redonner confiance à une jeunesse désorientée. Le ministre a mis en avant les potentialités de Djibouti qu'il a présenté comme un pays au positionnement géostratégique exceptionnel situé à la croisée de l'Afrique et du Moyen-Orient, sur le rive du détroit de Bab el-Mandab. Il a affirmé que ses rôles allaient bien au-delà d'un simple point de passage, Djibouti ayant vocation à devenir un hub logistique et commercial de premier ordre, apte à renforcer l'intégration arabo-africaine et à accueillir des projets d'investissement arabes conjoints dans des secteurs vitaux tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et les transports. Il a vanté la stabilité politique du pays, son environnement d'affaires attractif et son orientation résolument tournée vers les réformes, considérant que ces éléments constituent une opportunité réelle pour construire des modèles de développement réussis sous l'égide d'une coopération arabe renforcée. Enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne a martelé que le développement n'était plus un choix, mais un impératif national et pan-arabe. Il a rappelé qu'aucune sécurité ni stabilité ne pouvait être garantie sans justice sociale et sans un système éducatif performant, sans couverture sanitaire universelle et sans perspective d'emploi digne. Il a donc exhorté les participants à lancer des projets stratégiques transnationaux centrés sur l'humain, à relancer les accords en suspens et à lutter contre la pauvreté et l'exclusion avec détermination. Il a conclu en appelant les dirigeants arabes à prouver que leur sommet ne relève pas du simple rituel protocolaire, mais qu'il constitue de véritables étapes de transformation inscrites dans la mémoire des peuples. Et en marge de sa participation à ce sommet, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, a tenu une série de rencontres bilatérales de haut niveau axées sur le renforcement des relations entre les pays frères, l'échange de points de vue sur des questions d'intérêt commun au niveau régional et international. À cet égard, le ministre s'est entretenu avec son homologue somalien, Abdesalam Abdi. Les discussions ont porté sur les derniers développements en Somalie ainsi que sur le moyen de les soutenir. Le ministre a également rencontré son homologue algérien Ahmed Attaf. Les échanges ont permis de passer en revue l'état des relations fraternelles entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre djiboutien a eu un entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer cette coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'éducation, la formation professionnelle, la diplomatie, l'agriculture, l'énergie et les ports. Dans sa déclaration finale, le 34e sommet arabe a affirmé son rejet catégorique de toute forme de déplacement ou d'exode du peuple palestinien, soulignant ainsi la centralité de la cause palestinienne pour le monde arabe. Les dirigeants arabes ont exprimé leur soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant, au droit au retour à l'indemnisation des réfugiés. Ce sommet a également condamné les pratiques de l'occupation israélienne et exigé l'arrêt immédiat de l'agression contre Gaza, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire. Les États membres ont en outre exprimé leur appui au plan arabe et islamique pour la reconstruction de Gaza. Concernant la Syrie, la déclaration finale a réaffirmé le respect des choix du peuple syrien
ainsi qu'à l'attachement des pays arabes à la sécurité, à l'indépendance, à l'unité territoriale de la République arabe syrienne. Le sommet a également fermement condamné les agressions israéliennes sur le territoire syrien, tout en saluant la levée partielle des sanctions américaines et l'allègement des sanctions européennes. En ce qui concerne le Liban, les dirigeants arabes ont exprimé leur soutien à la sécurité, à l'unité du pays en appelant au respect du cessez-le-feu, à l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet a dénoncé les violations israéliennes continues de cette résolution. Pour le Soudan, la déclaration finale a souligné l'impératif de préserver la souveraineté du pays, l'unité de son territoire ainsi que la solidité de ses institutions nationales. Elle a plaidé également pour la formation rapide d'un gouvernement civil indépendant et élu afin d'éviter un effondrement total. Retour à Djibouti où le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'équipe des Nations Unies à Djibouti qui a lancé aujourd'hui, 18 mai, au Sheraton, un atelier national de haut niveau dédié à la validation du profil de vulnérabilité de Djibouti et du rapport sur l'impact de la ZLECAf sur la transformation industrielle du pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Mohamed Ouarsama Dirie, de représentants résidents des Nations Unies à Djibouti, de représentants ainsi que des points focaux de plus de 15 ministères qui ont participé à cet atelier. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des efforts coordonnés des Nations Unies et du gouvernement djiboutien de préparer le reclassement de Djibouti hors de la catégorie des pays les moins avancés, les PMA, vers des pays à revenus intermédiaires. Cet atelier représente une étape clé dans l'engagement continu de la CNUSED en faveur du processus de graduation de Djibouti de la catégorie des pays les moins avancés. Ce processus a débuté il y a 3 ans avec une mission d'insertion. Depuis, la CNUSED a élaboré puis mis à jour à plusieurs reprises les profils de vulnérabilité. Le moment est maintenant venu pour vous, les parties prenantes du développement national, de valider ce travail. La tenue de cet atelier, qui s'ouvre aujourd'hui, se tient dans un environnement international difficile pour l'économie et la société de Djibouti. Au niveau global, nous assistons à l'aggravation des incertitudes de l'économie mondiale, provoquées par des guerres commerciales, des fortes fluctuations des marchés internationaux, de flux financiers, des produits de base et de change, ainsi que la montée des incertitudes géopolitiques. Et à cet effet, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Dirie, s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. Le processus de sortie de la catégorie de paiement constitue une étape nouvelle et structurante pour Djibouti. Il témoigne de notre progrès en matière de développement humain, de croissance économique et de transformation structurelle. Toutefois, cet exercice nouveau pour la majorité d'entre nous devrait nous permettre de mieux identifier et cerner nos lacunes pour une transition vers un développement plus autonome, plus résilient et plus inclusif. Mesdames et messieurs, compte tenu des multiples défis auxquels notre pays reste confronté, il est essentiel d'adopter une approche pragmatique et lucide quant à notre trajectoire de sortie. En effet, les séquelles économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, combinées à un contexte géopolitique régional instable et aux vulnérabilités structurelles persistantes de notre économie, rendent difficile à ce stade un désengagement immédiat et complet du statut de paiement. Cela ne signifie pas un désaveu de notre ambition. Bien au contraire, Djibouti reste fermement engagé dans une dynamique de transformation économique, de renforcement des capacités productives et de résilience institutionnelle.
Si les tendances économiques observées avant le choc récent venaient à se rétablir durablement, la transition vers une sortie maîtrisée et progressive pourrait devenir une réalité tangible à moyen terme. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a lancé la première édition d'un échange scolaire entre Djibouti et le Rwanda. Et ce, en soutien à la Journée internationale de la francophonie, un concours de quiz a été organisé pour 200 élèves de la seconde à Djibouti, permettant ainsi à deux gagnants, Hazem Ali Abdou et de Mohamed Ali Moussafa, de participer à un programme d'échange éducatif à Kigali. À cet effet, une délégation rwandaise composée de 3 futurs enseignants a rejoint leur homologue djiboutien pour une série d'activités pédagogiques et culturelles. Eh bien, les visites comprenaient des séances de formation d'éducation nationale et des sorties culturelles. Ce programme s'inscrit dans les objectifs de l'OIF de promouvoir la diversité culturelle, d'encourager les relations bilatérales en matière d'éducation. Il renforce également le partage d'expertise pédagogique entre les deux pays. En somme, cette initiative de l'Organisation internationale de la francophonie vise à créer une communauté éducative africaine innovante et engagée en faveur de l'éducation de qualité. Bien sûr, le centre de formation forme les enseignants, les futurs enseignants aussi, qui sont en formation initiale. Ils sont venus bien sûr pour assister, observer, pratiquer et analyser les activités qui se passent au centre de formation. Leurs stages vont durer bien sûr une semaine. Aujourd'hui, ils sont en stage d'observation. À partir de demain, ils seront sur le terrain, surtout à l'école de la République, pour observer les pratiques des classes qui se passent dans ces établissements. Après-demain, nos amis rwandais vont prendre bien sûr quelques séances de cours en anglais où ils vont encore bien sûr enseigner à nos élèves djiboutiennes. Et le mercredi, c'est prévu pour analyser l'activité professionnelle de nos élèves professeurs et des élèves professeurs de Rwanda pour voir et mutualiser les pratiques professionnelles. Également dans l'actualité, l'association Talosan, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec le soutien financier de l'Union européenne, a lancé officiellement samedi la caravane de sensibilisation du projet intitulé « Les jeunes comme acteurs du changement pour la promotion des droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre ». La cérémonie s'est déroulée au centre de développement communautaire de Hajididé en présence de nombreuses personnalités, notamment la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, le chef de service des CDC et du volontariat, des directeurs des CDC, des responsables de l'association. Ce projet vise à éradiquer les violences basées sur le genre en positionnant les jeunes comme moteurs de transformation sociale. À travers des formations, des débats communautaires, les responsabiliser et les engager activement dans la promotion des droits humains, le changement également des mentalités au sein des communautés. Un collectif de jeunes qui représentant Talosan, on fait partie de Talosan. On essaye de passer dans les différents CDC, on essaie de sensibiliser. Cette campagne est très importante pour nous et pour notre association parce que ça marque le début d'une longue ère, ça marque le début d'une longue sensibilisation. On va essayer de toucher les jeunes, on va essayer de leur parler parce que les jeunes représentent le futur de demain. On est des jeunes qui parlent aux jeunes et on va essayer de transmettre tout ça. On va essayer de parler des violences, on va essayer de parler des VBG, des mutilations génitales féminines. Et on va essayer d'aborder ces sujets entre jeunes, des jeunes pour les jeunes. Dans le reste de l'actualité, il y a cet atelier de sensibilisation sur le droit et devoir des réfugiés et des demandeurs d'asile.
L'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation destiné aux demandeurs d'asile vivant à Djibouti, mais aussi aux réfugiés, avec un accent particulier sur leurs droits et devoirs dans le pays hôte. Cette initiative s'inscrit dans le cycle de 6 formations déployées dans les camps de réfugiés tels que Ali Adé à Holhol. Elle vise également à informer les réfugiés originaires des pays comme le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie sur le cadre juridique, social, humanitaire qui encadre leur séjour à Djibouti. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la Banque mondiale, Aroulos et le HCR, cet atelier entend renforcer la cohésion sociale, améliorer également l'accès aux services de base et favoriser une meilleure intégration des réfugiés dans la société djiboutienne. Le secrétaire adjoint de l'ONARS s'est également exprimé. Voici un extrait de son intervention. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet intégré de résorption des bidonvilles, dont la composante mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés, qui est mise en œuvre par l'ONARS en étroite collaboration avec Aroulos. En raison donc de l'instabilité dans la région, Djibouti accueille depuis plusieurs décennies un nombre important de réfugiés et demandeurs d'asile dans notre pays. Dans ce contexte, il est primordial de garantir non seulement la protection des droits fondamentaux des réfugiés, mais aussi leur pleine intégration dans la société d'accueil. Cela passe nécessairement par une meilleure information sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs. L'objectif de cette série d'ateliers est donc double. Il s'agit non seulement de renforcer les connaissances juridiques des réfugiés demandeurs d'asile et faciliter leur accès à une protection et des services adaptés. Ali Sabieh, cette fois, le siège du Conseil régional a abrité samedi une conférence littéraire animée par un écrivain djiboutien nommé Faisal Hassan. L'auteur vient de présenter son premier livre de nouvelles en langue arabe, une première dans la région. Des écrits autobiographiques qui relatent l'enfance de celui-ci et surtout ses émotions à l'égard de sa mère malade qu'il avait perdue en étant écolier. L'événement, qui a été soigneusement préparé par l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sabieh, a vu la participation du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouaes, du vice-président du Conseil régional, Nour Saïd, du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la culture. La cérémonie de lancement de cette rencontre de présentation du premier roman en langue arabe intitulé Souvenirs d'enfance ou d'écolier a débuté par la lecture d'un des versets du Saint-Coran, Iqra, le premier verset qui a été révélé à notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui souligne l'importance de la lecture. En premier, le président de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sabieh a rappelé le parcours de l'association, ses objectifs, sa vision pour l'avenir. En sport, le tournoi interministériel se poursuit avec ses rencontres, confirmant une fois de plus cette compétition dépasse le cadre sportif pour devenir un véritable levier de cohésion entre les différentes institutions publiques. Ce jeudi après-midi, plusieurs rencontres palpitantes ont tenu en haleine des passionnés avec des résultats décisifs dans plusieurs groupes. Dans le cadre des matchs programmés, le ministère, notamment le ministère de la Femme et de la Famille, a validé sans effort son billet pour le tour suivant. Au-delà des performances et des résultats, le tournoi interministériel se veut avant tout un espace de fraternité, de dépassement de soi, de promotion des valeurs sportives à travers chaque match. C'est aussi l'image d'une administration dynamique, solide, qui dessine la portée, donc avec fair play, l'engagement et l'esprit d'équipe.
Aujourd'hui, c'est le tour du ministère du Travail. J'espère qu'on va gagner ce match. Donc, je pense que ce tournoi montre dans son envergure que voilà, la plupart des employés des différents ministères et des différentes institutions gouvernementales se rencontrent au-delà du cadre du travail. Je pense que le sport aussi est un autre endroit de la valeur de santé et psychologique, mentale. Et je pense que voilà, ce genre d'initiative est vraiment à louer et louable. Je vous l'annonçais en début de journal, à Gaza, Israël a tué plus de 200 Palestiniens en 48 heures. L'intensification des raids israéliens sur Gaza a abouti à l'élimination de 200 Gazaouis et le déplacement de 300 000 autres du nord vers la ville de Gaza. L'armée israélienne a également détruit totalement ou partiellement plus de 1000 logements et déplacé des forces plus de 300 000 civils vers Gazaville qui manquent d'infrastructures nécessaires pour les abriter. Environ 140 victimes restent coincées sous les décombres, l'armée israélienne empêchant délibérément les ambulances et les équipes de la défense d'atteindre les sites de bombardement en violation flagrante du droit international humanitaire. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.